Nous avons pris comme thématique aujourd'hui la sécurité sociale. C'est à la fois pas très original et original. Pas très original parce que la sécurité sociale elle est là tous les jours. Nous la finançons, nous l'utilisons. Et en même temps c'est original parce que on en a beaucoup parlé lors des négociations pour la 6e réforme de l'État. Et depuis que cette réforme a été votée, est en train d'être plus ou moins mis en œuvre, on n'en parle plus beaucoup. Or 2015 est une année un tout petit peu particulière, parce que 2015 c'est les 70 ans de la sécurité sociale. Déjà, elle a été créée sous sa forme actuelle, en tout cas après la guerre de 40, donc elle a 70 ans. Évidemment, en 70 ans, elle s'est développée, elle a subi, bénéficié de plusieurs évolutions. Nous verrons dans l'exposé si c'est plutôt bénéficié d'évolutions ou plutôt subi, mais évidemment, ça reste un volet extrêmement important de l'organisation de nos sociétés, et à la fois par rapport aux questions qu'il pose sur son existence, sur son financement, sur son rôle, doublé de toutes les interrogations et les décisions qui ont eu lieu par rapport à la fois des financements alternatifs et sa régionalisation. Il nous a semblé important de pouvoir remettre en lumière et à la fois donner une série d'éléments d'information et se re-questionner sur cette vieille dame, comme nous l'avons mis dans le titre. Vieille dame plein d'avenir ou vieille dame en fin de vie. Voilà, donc pour pouvoir alimenter ces questionnements et ces débats, on a invité Sophie Goldman. On n'a pas eu très loin parce que Sophie fait partie de la régionale d'attaque Bruxelles 2, mais par ailleurs elle donne des cours à la haute école Prigogine, voilà, la haute école Prigogine. Elle est par ailleurs déléguée syndicale et membre de la région de l'attaque 2. Voilà, donc je vais lui passer la parole. Et après son exposé, il y aura évidemment un temps prévu pour des questions et un éventuel débat sur cet élément important de nos démocraties. Voilà Sophie, tu as la parole. Alors, bonjour à tous. Tout d'abord, je vais peut-être un peu replacer mon intervention. Je suis prof de droit de la sécurité sociale et donc mon point de vue est évidemment surtout axé sur l'évolution des droits et des normes de tout un chacun. Beaucoup moins sur les aspects purement financiers, même si on va essayer de l'aborder quand même. Mais bon, c'est clair que la gestion de la sécurité sociale est peut-être un peu moins ma tasse de thé que les normes qu'elle met en œuvre et son impact sur la population. Alors, je vous propose de faire cet exposé en 2 temps. Tout d'abord, peut-être de replacer un petit peu ce qu'est la sécurité sociale, quels sont ses grands principes, comment elle est financée, si je ne veux pas aller trop dans les détails, qu'est-ce qui se passe actuellement avec la 6e réforme de l'État, et puis élargir le focus et revenir sur, en fait, son histoire depuis sa mise en œuvre au 1er janvier 1945 jusqu'à aujourd'hui, par quelles grosses étapes elle est passée et qu'est-ce qu'on peut déjà actuellement voir comme évolution à travers les dernières mesures qui ont été prises par le gouvernement actuel et le gouvernement précédent. Voilà, alors tout d'abord, il faudrait quand même noter que cette vieille dame, cette honorable vieille dame a 70 ans et curieusement, c'est un anniversaire qui semble passer à la trappe. Donc peu de gens parlent, il y a peut-être quelques entrées de filet dans les journaux, mais tout compte fait, elle serait peut-être passée de mode. Alors pourtant, elle concerne pratiquement l'ensemble de la population. On parle généralement d'elle comme nous accompagnant du berceau au tombeau, en
En effet, dès qu'on a poussé notre premier cri, eh bien, nous étions déjà des assujettis à la sécurité sociale, notre maman aussi, et ben, le jour où nous rendrons l'âme, là aussi la sécurité sociale va intervenir. Donc elle est présente dans notre vie de tous les jours, et c'est un élément assez essentiel de la cohésion sociale de notre société. Alors qu'est-ce que c'est que la sécurité sociale? Eh bien, je vais faire une tentative de définition. La sécurité sociale, ben, c'est un système d'assurance sociale qui comprend toutes les prestations auxquelles ont droit les assurés et qui ont pour objet de compléter ou remplacer le revenu professionnel du travailleur afin de le préserver des conséquences de certains risques sociaux. C'est une définition, il pourrait y en avoir d'autres. Je voudrais simplement attirer l'attention sur quelques éléments de cette définition. Tout d'abord, le terme assurance. La sécurité sociale est née avec la science actuarielle. Il a fallu effectivement, dans ces mécanismes, prendre en compte la probabilité qu'un risque... C'est pas grave, c'est pas grave. Qu'un risque s'opère ou pas. Y a-t-il un risque social ici, là, pour l'instant? Par risques sociaux, on entend en fait toute une série de problèmes, de situations qui vont nous empêcher de pouvoir gagner notre vie en travaillant ou qui vont fondamentalement gréver notre budget en nous exposant à des frais importants. C'est par exemple le risque soins de santé, le risque qui accompagne le fait d'avoir une famille. On dit qu'un enfant c'est une maison, ben, en fait avoir un enfant représente en tout cas un risque d'appauvrissement et par rapport auquel la sécurité sociale va tenter d'intervenir. Il est important aussi de savoir que, ben, en fait, c'est un système d'assurance sociale. Les assurances que l'on peut prendre auprès d'une compagnie d'assurance quelconque sont aussi des assurances qui couvrent des risques sociaux. Mais ce n'est pas tout à fait une assurance sociale dans la mesure où ben, la première chose quand vous prenez une assurance hospitalisation, c'est que vous allez devoir remplir tout un document dans lequel on va vérifier quel est votre âge, la probabilité que vous ayez de gros pépins de santé ou pas, et attention, on ne va assurer que les risques probables, les risques certains, on va les oublier, ou en tout cas, si on les prend en compte, vous allez devoir payer très très cher. L'assurance sociale, elle, fonctionne différemment. Ce n'est pas en fonction de l'importance du risque que l'on participe à son financement, c'est en fonction de l'importance de ses revenus. Et que l'on soit jeune ou que l'on soit vieux, que l'on soit en bonne santé, sportif, ayant une alimentation très saine, ou au contraire vieillissant et mangeant très mal, ayant donc des risques de problèmes cardiovasculaires importants, eh bien vous allez payer la même chose. Donc à travers ce système, eh bien il y a une solidarité qui se crée, une solidarité horizontale entre jeunes et vieux, entre familles qui ont des enfants, beaucoup d'enfants, et des célibataires sans enfants, entre des personnes fort diplômées, avec une expérience professionnelle costaude, et au contraire des personnes qui ont peu de diplômes, beaucoup de risques de se retrouver au chômage et peu d'expérience, à travers la solidarité mise en place par la sécurité sociale, eh bien, il y a toute une série de revenus qui sont transférés d'un côté à l'autre. Il y a également une solidarité entre classes sociales par le biais de la sécurité sociale, c'est mieux comme ça? Ça marche? Ça ne marche pas, donc de toute façon. Voilà, il y a une autre forme de solidarité qui se crée en fait entre les hauts revenus et les bas revenus. C'est pas l'objet de la sécurité sociale, c'est l'impôt qui doit permettre en principe de redistribuer les revenus, mais de fait, parce que nos cotisations se font sur l'ensemble de nos revenus et que les prestations par contre sont limitées, il y a un plafond, mais pour les très très bas revenus elles sont surélevées, il y a un plancher, eh bien il y a en fait une certaine redistribution qui se fait entre les riches et les pauvres. Alors,
notre sécurité sociale en Belgique est fondée sur 4 principes qui la différencient d'autres formes de sécurité sociale, la sécurité sociale anglo-saxonne ou la sécurité sociale des pays nordiques, par exemple. Donc, on l'a dit, première chose, c'est un système fondé sur une assurance sociale obligatoire. On n'a pas le choix. On doit en faire partie, de manière à éviter que, en fait, on ne cotise que quand on a besoin, ce qu'on appelle les sélections adverses. Donc, pour éviter ce problème-là, bien, dès votre premier jour de travail jusqu'au dernier, vous allez devoir cotiser. Deuxième caractéristique, j'en ai déjà parlé, c'est qu'il y a à la fois un principe de solidarité horizontale entre générations, entre gens qui travaillent, entre gens qui n'ont pas travaillé, entre bien portants, entre malades, entre gens qui ont de la famille, enfin, une grande famille et ceux qui n'en ont pas. Troisième principe, c'est typique de notre sécurité sociale, elle est gérée de manière paritaire. C'est mieux comme ça? Je vous entends bien. Hein. Oui. C'est pour le... Ok, d'accord. Eh bien, donc, notre société, notre sécurité sociale est gérée par ceux qui financent la sécurité sociale. Autrement dit, par ce qu'on appelle les partenaires sociaux, les syndicats, les patrons et le gouvernement. Enfin, quatrième caractéristique de notre sécurité sociale, c'est qu'on a scindé de manière fort claire le régime des salariés, des travailleurs salariés, et d'autre part, le régime des indépendants. Donc, autrement dit, en simplifiant, les travailleurs salariés cotisent pour les travailleurs salariés, les indépendants pour les travailleurs indépendants. Il y a quelques connexions, et il y a certains secteurs qui sont devenus commun pour les uns et pour les autres, mais dans l'ensemble, la gestion se fait encore de manière scindée. Je vous ai dit qu'il y avait par la sécurité sociale une certaine redistribution, et en effet, le taux de pauvreté, j'ai consulté le site Statbel il y a quelques jours, le taux de pauvreté en 2013 était de 15,1. Sans sécurité sociale, il serait de 42%. Donc 42% de la population vivant en Belgique serait en dessous de seuil de pauvreté, c'est-à-dire aurait un revenu qui est inférieur à 60% du revenu médian. C'est de l'ordre d'à peu près pour une personne isolée de 1 000 euros. Voilà pour ce qu'est la sécurité sociale. Je vous ai dit, c'est une forme de sécurité sociale. Dans les pays anglo-saxons, l'État y est beaucoup plus présent et le financement se fait surtout sur les impôts. Dans les pays nordiques, on a un mixte, mais aussi où l'État a une intervention beaucoup plus importante. Alors, je ne sais pas si on voit bien. En fait, la sécurité sociale fonctionne selon cet organigramme ci. On prélève des cotisations sur les revenus, des cotisations patronales, des cotisations des travailleurs. Il y a à cela, comme source de financement, des subsides de l'État. L'ensemble est perçu par l'Office national de sécurité sociale. Et l'Office national de sécurité sociale va redistribuer dans chacun des secteurs de la sécurité sociale, chacun des secteurs de la sécurité sociale correspondant à un risque social. Donc on a le risque chômage qui est géré par l'ONEM, les allocations familiales étaient gérées par l'ONFTS, les pensions, c'est l'Office national des pensions, les soins de santé, l'incapacité de travail, c'est par l'UNAMI, les vacances annuelles, un cas un peu à part puisque ça ne concerne que les ouvriers, par l'ONVA, les accidents du travail par le Fonds des accidents du travail, les maladies professionnelles par le Fonds des maladies professionnelles. Ce ne sont pas nécessairement les institutions qui gèrent qui vont être celles avec lesquelles les assurés sont directement en contact. Ainsi, par exemple, en matière de chômage, on est confronté à l'ONEM, surtout quand elle veut vous sanctionner, mais le plus souvent, en fait, c'est un office de paiement des indemnités de chômage, c'est-à-dire soit de le syndicat, soit de la CAPAC, qui va être votre interlocuteur. De même, en soins de santé,
on va rarement à l'INAMI, sauf dans des cas bien particuliers. Et généralement, pour se faire rembourser les soins de santé, pour demander une intervention parce qu'on est en incapacité de travail, on prend tous les papiers auprès d'une mutuelle ou de la caisse auxiliaire d'assurance maladie et invalidité qui fait office de mutuelle. Pour les indépendants, les choses sont un petit peu plus anarchiques, je dirais. Là aussi, bon, il y a paiement de cotisations et de subsides de l'État auprès de caisses d'assurance sociale que l'indépendant choisit lui-même. C'est ensuite ces caisses d'assurance sociale qui, selon des quotas, vont distribuer dans les différents secteurs qui, eux aussi, sont gérés par soit les mêmes organismes que la Sécurité sociale des travailleurs salariés, l'INAMI ou l'Office national des pensions, soit par des organismes propres, les caisses d'assurance sociale s'occupant par exemple d'assurance faillite. Jusqu'il y a peu, elles s'occupaient également d'accorder les allocations familiales et depuis le 1er janvier 2015, ce sont des caisses de compensation, donc les mêmes que celles qui versent les allocations familiales aux travailleurs salariés, qui s'occupent des travailleurs indépendants. Alors, la sécurité sociale, je dirais, fonctionne relativement bien, est un filet assez serré, mais malgré tout, il y a une série de personnes qui vont passer à travers les mailles de ce filet et qui vont recevoir une aide particulière. Donc, certains auteurs vont considérer que la sécurité sociale s'élargit également à l'aide sociale, pour former un grand système de protection sociale à 2 niveaux. Alors, pour compliquer les choses, on est en Belgique, il y a des secteurs qui sont clairement de la sécurité sociale et donc qui n'interviendront que lorsque le risque survient, en fonction des revenus perdus, et peu importe que par ailleurs, vous ayez une fortune personnelle, vous ayez des biens immobiliers, etc. On ne prend pas cela en compte. De l'autre côté, le deuxième filet ne va intervenir que si vous êtes en situation de besoin. Et là, il y aura préalablement, avant toute intervention, qui n'a pas requis que vous ayez cotisé au préalable, il y aura une enquête pour vérifier quels sont vos revenus, les revenus des personnes avec lesquelles vous vivez, et ce n'est que si vos revenus sont en dessous d'un certain montant, je vous épargne les calculs, qu'il y aura réellement intervention. Alors, sont clairement du côté de l'aide sociale, tout le monde le connaît, le revenu d'intégration sociale, les aides sociales accordées par les CPS, mais aussi toutes les allocations accordées aux personnes handicapées. Les allocations de remplacement de revenus ou les allocations complémentaires appelées communément allocations d'intégration. On avait également les allocations d'aide aux personnes âgées, allocations d'aide aux personnes âgées qui viennent d'être régionalisées au 1er janvier 2015. Et puis alors, il y a une intersection entre les deux. On fonctionne comme dans l'aide sociale, donc autrement dit, il y a des enquêtes sur vos revenus, mais c'est un organisme de sécurité sociale qui gère et étudie les dossiers. Ainsi, par exemple, la GRAPA, la garantie de revenus aux personnes âgées, est en fait un revenu accordé aux personnes de plus de 65 ans qui n'ont pas de pension ou qui n'ont pas assez de pension. Et c'est l'Office national des pensions, donc la Tour du Midi, qui traite le dossier. De même, c'est Famille Fête, le NFTS, qui accorde des prestations familiales garanties aux personnes qui, sans cela, ne pourraient pas, pour leurs enfants, bénéficier d'allocations familiales. Et là aussi, il y a une enquête assez rigoureuse sur la situation familiale et sur les revenus. Donc, autre caractéristique de notre protection sociale, c'est ces deux filets complémentaires qui interviennent pour assurer la protection sociale. Alors, rapidement, j'ai trouvé un petit fromage qui permet de voir quels sont les secteurs de la sécurité sociale les plus importants.
vous voyez d'emblée que en fait, les deux gros secteurs, c'est celui qui est en orange et celui qui est en rose. Celui qui est en orange, c'est les pensions et tout ce qui accompagne la pension de vieillesse. Il y a de l'autre côté, un gros secteur également, les soins de santé et les prestations de soins, c'est le rose. Les pensions, grosso modo, c'est à peu près 30%, 28% de l'ensemble du budget. Les soins de santé, c'est 25%. Et les autres secteurs se partagent le reste. Voilà pour l'organigramme. Alors, comment le système est-il financé? Je vous l'ai dit, il y a d'abord des cotisations qui sont prélevées sur le revenu brut. Ça, c'est les cotisations des travailleurs. Et puis, par ailleurs, les employeurs vont payer un certain nombre de cotisations en fonction également de ce revenu. La deuxième source de financement, c'est les subsides de l'État. Alors, quand on observe un petit peu l'évolution de la sécurité sociale, cette intervention de l'État qui avait comme but de permettre l'élargissement de certains droits à des personnes qui ne cotisent pas, eh bien, en fait, cette source de financement n'a fait que se rétrécir. Elle était de 30% dans les années 70. Elle est actuellement plus de l'ordre que de 10% plus ou moins. Alors, pour compenser ce retrait de l'État du financement de la sécurité sociale, eh bien, on est passé par... on a développé ce qu'on appelle un financement alternatif. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, dès à présent sur le financement alternatif, c'est qu'il s'agit de dédier à la sécurité sociale, par exemple, une petite portion des recettes de la TVA. Une petite portion des recettes des taxes sur les assurances auto, une petite portion des taxes sur les assurances vie, etc. J'y reviendrai un peu plus tard dans mon exposé. Alors, je reviens sur la question des cotisations sociales. Donc, pour ce qui est des cotisations sociales, donc on voit que le travailleur va financer directement le secteur assurance maladie invalidité, va financer un petit peu le chômage et va financer surtout les pensions. Le reste de la sécurité sociale est financé par les cotisations patronales qui représentent à la grosse louche 25% de la masse salariale. Mais à cette intervention des patrons dans l'assurance maladie invalidité, dans le chômage, dans la pension, les prestations familiales, les accidents de travail, les maladies professionnelles, il faut ajouter pour les ouvriers 6% afin de financer les vacances annuelles. Et puis, il y a toute une série d'autres cotisations sociales, diverses et variées, dont notamment la cotisation de modération salariale qui vise à financer le tout, qui est de actuellement 5,67%. Il y a également des cotisations finançant le fonds de fermeture d'entreprise, l'accueil des enfants, les groupes à risque, etc., etc. Ce qui veut dire qu'effectivement, les employeurs payent plutôt de l'ordre de 35% de cotisations sociales plutôt que de 25%. Mais, afin d'alléger ce poids qui pourrait être important, on a développé toute une série de diminutions de cotisations pour les patrons, une série de diminutions de cotisations qui ont clairement diminué les moyens à disposition de l'ensemble de la sécurité sociale. Je ne vais pas revenir sur toutes les diminutions de cotisations. Il y en a qui ciblent particulièrement les travailleurs âgés, d'autres les groupes à risque, d'autres les demandeurs d'emploi de longue durée, les jeunes travailleurs, les bas salaires, les hauts salaires, et pour tout le monde une réduction, pour tous les employeurs, une réduction de 400 € par trimestre. Donc, mis bout à bout, toutes ces diminutions de cotisations sociales vont effectivement avoir des répercussions sur
le budget de la sécurité sociale. La deuxième source de financement, je vous l'ai dit, c'était les subsides de l'État. Subsides de l'État, vous avez ici les montants. Pour 2013, la source est l'ONSS. Il y a 6 282 090 000 pour l'ONSS, 1 365 000 pour l'INASTI, plus une dotation d'équilibre exceptionnel dont vous avez les montants ici. Pour ce qui est du financement alternatif, donc je vous ai dit c'est surtout un pourcentage des recettes de TVA, et cela a permis de pouvoir affecter à la sécurité sociale 9 335 020 euros de recettes. Oui, voilà. Un chiffre beaucoup trop grand pour moi. Et beaucoup moins pour la sécurité sociale des indépendants, comme vous le voyez ici. Alors, on a l'habitude, enfin c'est quasiment devenu une sorte de caricature, ou en tout cas, c'est de parler du trou de la sécurité sociale. Je savais souvent poser à mes étudiants que vous évoque le mot sécurité sociale, et assez systématiquement arrivait parmi les différentes idées celui du trou de la sécu. Donc, or, bon, le trou de la sécu, oui, effectivement, en 2013, il y a un déficit, mais il est relatif. À l'échelle de la sécurité sociale, ben, ça ressemble un petit peu à mon déficit personnel en fin de mois. Bon, ben voilà, quoi, c'est assez normal, et par rapport à la grandeur des chiffres en question, eh bien, on ne devrait pas tant s'affoler que cela. Voilà un petit peu pour tracer la question du financement. Alors, je vous ai dit qu'en 2015, depuis le 1er janvier 2015, eh bien, tout ce beau système a commencé à être déstructuré. En effet, à partir du 1er janvier 2015, un certain nombre de compétences ont été renvoyées vers les communautés et les régions. Ainsi, par exemple, dans le schéma, c'est les parties en rose. Ainsi, par exemple, toutes les allocations familiales, mais aussi les primes de naissance et ce qui était avant le fonds d'équipement pour la petite enfance, est dévolu aux régions. En matière de soins de santé, c'est les soins de santé, le remboursement, l'intervention de dynamique dans les soins de santé mentale, les normes hospitalières, la politique des personnes handicapées, la politique des personnes âgées, les maisons de repos et de soins, les politiques de prévention, les conventions de revalidation et les soutiens aux métiers de santé de première ligne qui sont entièrement passés aux régions. Du côté du chômage, enfin de l'ENEM, de l'emploi et du chômage, toutes les mesures d'activation sont maintenant régionalisées, les titres-services, les ALE, le congé éducation, l'outplacement, l'apprentissage industriel et les interruptions de carrière. Alors pourquoi avoir régionalisé? Eh bien, officiellement, c'est dans un souci de cohérence, parce que certaines de ces matières, la politique de la famille, la prévention, etc., était déjà une compétence des communautés et des régions. Donc, objectivement, nous dit-on, c'est afin d'être plus logique et d'avoir une meilleure cohésion des politiques. L'autre raison, et elle est là depuis très très longtemps, et bon, la longue crise gouvernementale de 2011 a poussé à admettre une revendication flamande assez ancienne, qui était de transférer certaines compétences afin de permettre à chacune des régions de pouvoir mieux contrôler
ses recettes et ses dépenses, avec l'idée qu'il y aurait des transferts inacceptables, je mets bien les guillemets, entre le nord et le sud. De nombreuses études ont remis cela en cause, mettant en avant qu'il y avait tout autant de transferts entre l'Est et l'Ouest, entre certaines régions riches de Flandre et des régions plus industrielles de Flandre par ailleurs, notamment là. À travers ce transfert vers les régions et les communautés, en fait on est, je dirais, dans un flou assez épais, parce que on sait qu'il y aura des finances qui vont aller avec, mais qui vraisemblablement ne combleront pas les besoins. Donc il y a une loi spéciale de financement, il y a des flux financiers qui vont se faire de l'État fédéral vers les communautés et les régions, mais ce sera vraisemblablement insuffisant, et donc les régions devront trouver des sources de financement complémentaires. Autre chose, autre questionnement qui se pose par rapport à ce transfert, je vous ai dit que les partenaires sociaux intervenaient directement dans la gestion de la sécurité sociale. Comment ça va se passer dans les matières qui seront de la compétence des régions? Comment va se faire ce dialogue social? On n'en sait rien. Donc, pour l'instant, on est dans un flou et on verra bien comment ça va se passer. Toujours est-il que quand on a des échos, en tout cas des personnes qui travaillent à la région bruxelloise par exemple, et qui sont assez affolées quant à la façon dont ça va devoir se passer, ne fût-ce que pour accueillir par exemple les fonctionnaires détachés aux allocations familiales en région bruxelloise. Voilà donc où on en est un petit peu aujourd'hui au 20 janvier 2015. Là, j'ai tracé le décor, mais il me semble important de revenir en arrière et de voir en fait comment les choses ont évolué pour mieux comprendre finalement derrière ces chiffres, derrière ces organigrammes, quelles sont les philosophies qui sont en place. Alors, en gros, je vais développer plusieurs époques. Je n'ai pas énormément de temps, donc ça sera à la grosse louche, enfin au gros trait. Une première époque qui est la sécurité sociale au moment des 30 Glorieuses. Une deuxième époque qui représente la sécurité sociale face à la crise, apparue au milieu des années 70. La période de l'État social actif, et puis actuellement, depuis quelques années, comment évolue la sécurité sociale depuis la crise de la dette souveraine. Alors, en fait, la sécurité sociale est apparue au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. En fait, il y avait déjà des assurances sociales auparavant, mais je dirais secteur par secteur. Il existait une assurance pension, il existait une assurance chômage, mais seulement pour les personnes qui étaient syndiquées. Il existait une assurance santé, mais seulement pour les personnes qui étaient affiliées à une mutuelle, etc. Donc, chaque secteur avait eu son histoire propre. Ce qui s'est passé pendant la guerre, avec un objectif très clair de créer la paix sociale, de tout changer pour que rien ne change et faire disparaître la lutte des classes, des représentants des patrons, des représentants des syndicats et de divers mouvements politiques se sont rencontrés dans la clandestinité pour envisager et dessiner le paysage de l'après-guerre. Et dans cette idée-là, ils ont dit on va améliorer la sécurité sociale, créer une sécurité sociale globale avec un seul organisme de perception des cotisations, l'ONSS. On va accorder des allocations plus importantes et on va rendre obligatoire ce qui ne l'était pas, c'est-à-dire l'assurance chômage et l'assurance soins de santé, l'assurance santé, pardon. On a pris ce projet-là, il y en avait d'autres. On aurait pu faire comme en Angleterre avec le projet Beveridge,
Mais l'intérêt de prendre ce qui existait déjà et de l'améliorer, c'est que ça permettait de faire très vite. Je rappelle que Bruxelles est libérée en septembre 1944 et l'arrêté loi qui vote la sécurité sociale moderne est pris le 28 décembre 1944 pour être en œuvre dès le 1er janvier 1945. Donc, on a fait vite, on a pris toutes les institutions qui existaient déjà, on a regroupé le tout. Dès le départ, on s'est inquiété des potentiels déficits de la sécurité sociale. Dès le départ, c'était le fruit d'un compromis en partie insatisfaisant. Alors, dans les années qui ont suivi, on a connu un certain développement. Les 30 Glorieuses, c'est l'émergence de la société salariale, c'est l'âge d'or du travailleur salarié, et dans ce cadre-là, en fait, la sécurité sociale va connaître un important développement. Un important développement qui va dans des sens différents. Tout d'abord, à côté de la sécurité sociale des travailleurs salariés, va se développer une sécurité sociale plus restreinte des travailleurs indépendants qui se rappellent qu'ils sont eux aussi des travailleurs. Certains risques sociaux vont être couverts pour l'ensemble de la population. Ainsi en est-il des soins de santé, ainsi en est-il des allocations familiales. En fait, dès cette époque, il devient vraiment très très difficile de passer à travers les mailles du filet, il y en avait, mais la plupart des enfants, la plupart des citoyens belges sont couverts par la sécurité sociale en matière d'assurance soins de santé et en matière d'assurance allocation familiale. Autre chose, à côté de la sécurité sociale, pour ceux qui justement étaient passés à travers les mailles du filet, on va créer une aide sociale. Ainsi, par exemple, le revenu garanti aux personnes âgées est créé dès 1969, les prestations familiales garanties en 1971, les allocations pour les personnes handicapées en 1969, le Minimex en 1974, et en 1976, les commissions d'assistance publique deviennent les CPS et mettent en œuvre, outre le Minimex, diverses aides sociales, dont des aides sociales financières. Tout va relativement bien, jusque justement ces années 70, où le choc pétrolier va révéler les fragilités de l'appareil économique belge. C'est une industrie vieillie, très très sensible à la hausse des prix de l'énergie et des matières premières, fortement soumise à la concurrence internationale, et la crise va avoir pour conséquence des fermetures d'entreprises en chaîne et un accroissement considérable des personnes au chômage. Dans un premier temps, l'État va répondre selon des logiques assez keynésiennes et donc investir, créer de l'emploi, engager dans les administrations, etc. etc. À un moment donné, pour des raisons d'endettement, on va rompre avec cette politique et cela correspond à l'arrivée au pouvoir en Belgique du gouvernement Martens-Kool. Gouvernement Martens-Kool qui rompt radicalement avec les optiques keynésiennes, on vire à droite, et on prend toute une série de mesures visant à permettre à l'État de diminuer son déficit et pour ce faire, notamment, de se désinvestir de la sécurité sociale. Alors, les politiques prises en compte à ce moment-là vont aller dans 3 directions. Premièrement, on va mettre en place une gestion globale de la sécurité sociale. Jusque-là, chaque secteur avait une relative autonomie. Désormais, en fait, il y aura des possibilités de passage d'argent qui était dévolu par exemple aux allocations familiales vers le chômage, d'argent de la santé vers les pensions, etc. etc. Donc un financement qui est recueilli par l'ONSS et qui sera géré par cette même ONSS. Il est à noter que, alors que l'État se désinvestit du financement,
il ne se désinvestit pas du tout au niveau politique. Au contraire, en fait, la gestion globale va signifier bien souvent une perte de puissance des partenaires sociaux. Et c'est pendant toute cette période les gouvernements qui imposent la direction. Autre évolution en matière de financement, j'en ai parlé, c'est l'idée de financement alternatif. Puisque l'État se désinvestit, il faut trouver d'autres sources de financement. Alors on a beaucoup réfléchi à cette époque. On a pensé à prélever une cotisation sur l'ensemble des revenus, que ce soit les revenus du capital, les revenus immobiliers, etc. Mais évidemment, ça a fait un tollé, il n'y a pas eu un consensus là-dessus, et donc l'idée a été abandonnée. On a pensé aussi, à ce moment-là, prélever une cotisation sur la production, notamment sur les machines ou sur la production de CO2. Là aussi, ça a fait hurler le patronat, et donc l'idée a été abandonnée. Et donc finalement, pour revenir à quelque chose que j'avais signalé auparavant, on a développer un financement alternatif sur la consommation, c'est-à-dire la TVA. Or, on sait que les prélèvements sur la TVA sont parmi les plus inégalitaires et les moins redistributeurs. Deuxième orientation des politiques des années 80, l'austérité. Alors, je ne vais pas vous énumérer toutes les limitations qui ont été prises quant aux prestations. En fait, on a fonctionné selon un principe, je dirais, d'érosion. Par exemple, on a divisé par deux l'allocation qui était accordée à un accidenté du travail qui avait moins de 10% d'incapacité permanente. Incapacité permanente de 10%, c'était par exemple 2 doigts. Il est clair qu'effectivement, il n'y a pas eu un mouvement social très important dans la rue, des accidentés du travail de moins de 10% qui voyaient leur allocation diminuer de 50%, ils ne se sont même pas identifiés en tant que tels. Et donc c'est des mesures qui sont passées relativement facilement. On a également, à cette époque, supprimé le 13e, le 14e mois d'allocation familiale. On a limité l'intervention de l'assurance soins de santé dans certains médicaments, etc. etc. Ces recettes seront reprises quelques années plus tard par les gouvernements socialistes socio-chrétiens, avec l'objectif de pouvoir entrer dans les normes européennes de convergence de convergence de Maastricht pour pouvoir entrer dans l'euro. Autre chose que l'on a fait, qui est à noter quand même, parce que ça va avoir des conséquences sur en fait l'efficacité de la sécurité sociale, c'est que en fait sur une période très longue, les allocations sont adaptées en fonction de l'inflation, mais elles ne suivent pas en parallèle l'évolution des salaires. Les salaires peuvent évoluer plus vite, surtout quand il y a une période de reprise économique et qu'il y a un accroissement de la production. Afin de faire coller les allocations sociales le plus possible à l'évolution des salaires, d'éviter cette distorsion, eh bien, on avait imaginé, dans les début des années 70, d'appliquer un coefficient de bien-être sur les allocations versées pendant un temps long, c'est-à-dire en l'occurrence essentiellement les pensions. Une des premières choses, une des premières mesures qui sera prise par les gouvernements dans les années 80, c'est de raboter ce coefficient de bien-être pour faire en sorte que progressivement il ne soit plus qu'égal à 1. Et avoir un coefficient multiplicateur de 1 ou ne pas en avoir du tout, ça revient au même. Donc, autrement dit, en fait, il a perdu toute efficience. Cela a pour conséquence que on constate bien qu'il y a un décrochage important entre les allocations sociales et l'évolution des salaires.
surtout quand les allocations sociales sont versées pendant un temps long. On parle à ce titre-là de taux de remplacement, et les taux de remplacement que l'on voulait de l'ordre de 50-60%, bien souvent sont inférieurs, et ça dépend des secteurs, mais peuvent atteindre les 25%, si pas moins. Voilà pour ce qui est des mesures d'austérité. Une troisième évolution qui est à noter également dans les années 80, c'est l'apparition et le développement de la sélectivité. Alors on est parti du constat que finalement les plus pauvres parmi les assurés sociaux ne bénéficiaient pas nécessairement le plus de la sécurité sociale. Je fais une parenthèse ici, c'était peut-être pas tout à fait l'objet de la sécurité sociale. L'objet de la sécurité sociale, je reviens à ma définition, c'est de prémunir le travailleur contre les risques sociaux, considérant que le travailleur n'a que sa force de travail à vendre et que quand il ne peut pas la vendre, eh bien, il faut quelque part compenser cette fragilité. L'idée de lutter contre la pauvreté n'est pas présente dans la sécurité sociale. C'est pas pour ça qu'elle a été inventée. Accessoirement, elle a permis effectivement des transferts des sphères de la population les plus riches vers les plus pauvres, mais ce n'était pas son objectif premier. Je ferme la parenthèse. Donc, dans les années 80, on se rend compte que ce ne sont pas les personnes qui en ont le plus besoin qui en bénéficient le plus, et donc on va commencer à introduire des mesures de sélectivité. La plus connue, c'est celle qui distingue les cohabitants, les isolés et les chefs de ménage en matière de chômage, mais également en matière d'incapacité de travail. Donc, autrement dit, à salaire égal, on cotisera de manière égale, mais par contre, en termes de prestations, celles-ci seront variables selon la situation familiale. J'en arrive aux années 90, et je dirais que les années 90 voient un certain renouvellement doctrinel. C'est le retour, je dirais, de la social-démocratie sur l'avant de la scène, mais d'une social-démocratie affadie, qui tente en tout cas de récupérer un certain électorat qui a été conquis par le discours de la droite et qui se plaint peut-être un petit peu de payer trop d'impôts, trop de cotisations, regarde avec méfiance ces personnes qui, je mets toujours les guillemets, profiteraient de la sécurité sociale sans y participer pleinement. Dans cette optique, en fait, va surgir l'idée de l'État social actif. On ne parle pas tout de suite d'État social actif, on en parlera, le terme consacré arrive dans le paysage politique belge en 1999 avec la mise en œuvre d'un gouvernement assez improbable, socialiste, libéral et écolo. Mais certains éléments de l'État social actif préexistaient à la formation de ce gouvernement, notamment l'idée de contractualiser les prestations sociales. Vous recevrez une allocation de chômage, mais en échange, vous allez vous engager à faire certaines choses. Autre idée qui préexiste, c'est d'investir dans la formation et dans le développement de l'individu. Attention, pas tellement son développement personnel, pas son développement intellectuel. Il s'agit bien entendu, dans le long life learning, de le former à des choses utilisables, à améliorer, je dirais, son employabilité. Autre chose aussi caractéristique de cette époque, il faut responsabiliser le citoyen. Pas de droit sans devoir. Et donc, il y a plusieurs façons, plusieurs idées, plusieurs orientations dans cette idée de responsabiliser le citoyen. Mais je dirais que une option extrême serait de dire, mais on n'indemnise pas, par exemple, une personne qui prendrait des risques inconsidérés par rapport à sa santé. Enfin, autre caractéristique assez présente dans l'État social actif, c'est l'idée d'encourager ce qu'on a appelé les forces créatrices d'emploi. En fait, c'est surtout
l'entreprise. L'entreprise qui va, à ce moment-là, bénéficier effectivement de toute une série de diminutions de cotisations sociales, de toute une série d'encouragements. On va développer des tas d'initiatives pour favoriser l'esprit d'entreprise, pour développer l'initiative entrepreneuriale, pour faciliter aussi les démarches administratives dans ce sens et mettre l'entreprise au cœur de la société. Autre caractéristique assez importante des politiques d'emploi de l'époque par rapport à l'époque précédente, autant durant les années 80-90, on tentait de lutter contre le chômage, donc de baisser à tout prix le taux de chômage, autant à partir de la fin des années 90 et début des années 2000, les politiques vont plutôt viser le développement du taux d'emploi et d'activité. Alors vous me direz, c'est à peu près la même chose? Eh bien non. En fait, le taux d'activité, c'est la population active sur la population en âge d'activité. Dans la population active, il y a la population qui travaille effectivement, comme indépendant, comme travailleur salarié, et la population au chômage. Donc autrement dit, augmenter le taux d'activité ne veut pas nécessairement dire diminuer le taux de chômage. C'est simplement mettre plus de personnes sur le marché de l'emploi. Ce qui a comme avantage, le marché de l'emploi, c'est un peu comme le marché de la fraise. Quand il y a beaucoup de fraises au mois de juin, parce qu'il y a les fraises de Répion, les fraises de France et les fraises d'Espagne, on peut faire des confitures, les fraises ne sont pas chères. Quand il y a beaucoup de personnes demandeuses d'un emploi sur le marché du travail, eh bien, cette main-d'œuvre n'est pas chère, tant en termes de salaire qu'en termes de conditions de travail. Et donc, quand on y regarde de plus près, effectivement, c'est le taux d'activité qui est avant tout visé, le taux d'emploi également, mais il faut savoir que selon les normes européennes et quand on compare nos performances aux autres, en fait, il ne s'agit pas nécessairement de devoir travailler à temps plein à durée indéterminée. Travailler quelques jours par semaine suffit pour être considéré comme à l'emploi. Cela va avoir des conséquences directes, cette politique de l'État social actif, notamment une diminution de la part des prestations sociales dans le revenu national. Un développement des assurances complémentaires. En effet, les prestations ne sont plus aussi efficaces, sont en tout cas moins développées dans certains domaines. Eh bien, ceux qui en ont la possibilité vont développer des assurances complémentaires privées. Et l'existence de ces assurances complémentaires vont entraîner le développement de besoins d'assurances complémentaires. En effet, 60% de la population dispose d'une assurance hospitalisation complémentaire. Mais il y a assurance complémentaire et assurance complémentaire. Il y a la Rolls-Royce de l'assurance complémentaire où vous avez la chambre seule et tout ce qui va avec. Il y a les assurances complémentaires où en fait on va intervenir pour vous rembourser la part de ticket modérateur, mais il n'est pas question donc d'avoir une chambre seule et la bouteille d'eau ne sera pas nécessairement remboursée pour autant. Autre caractéristique de l'État social actif, c'est de voir l'apparition d'une figure jusque-là inconnue, celle du travailleur pauvre. Jusque-là, on était persuadé qu'effectivement, le travail, c'était la garantie d'une intégration sociale. On a vu au cours de ces 10 dernières années de plus en plus de travailleurs qui n'y arrivaient pas, travaillant à durée déterminée, en intérim, à temps partiel, et qui doivent faire appel à l'aide sociale pour pouvoir assumer certaines charges complémentaires. Alors, les politiques sociales ont pris conscience effectivement de ces problèmes
de moindre efficacité des prestations sociales, de développement d'une population pauvre, et ont introduit des correctifs. Mais des correctifs qui sont véritablement ciselés. On fait de la dentelle. Il ne s'agit pas, par exemple, de répondre aux besoins de l'ensemble de la population. Non, on va simplement toucher certaines parties de la population qui, sans cette intervention, eh bien, descendraient en dessous du seuil de pauvreté. En fait, il y a une sorte de curseur que l'on essaye de tenir au milieu entre, d'une part, éviter les pièges à l'emploi et être trop généreux, encore une fois je mets des guillemets, qui aurait pour conséquence de ne pas pousser l'assujettie à aller au travail, mais en même temps, on va rehausser son indemnité pour qu'il dépasse le seuil de pauvreté. Concrètement, je vais vous donner un exemple, c'est les allocations familiales pour les familles monoparentales, qui sont apparues en 2004, si mes souvenirs sont bons. La famille monoparentale a un risque de pauvreté très important. On a donc revendiqué que ces familles reçoivent des allocations familiales complémentaires. Mais des allocations familiales complémentaires qui ne devaient pas être trop importantes parce que cela pourrait décourager certaines d'aller travailler. Et donc le montant de cette allocation est exactement semblable à celle que l'on reçoit au chômage. Et donc en fait, il s'agit simplement de permettre à la personne qui accepte, à la famille monoparentale qui accepte un emploi pas trop rémunéré, de pouvoir quitter le chômage sans y perdre de manière trop importante, parce qu'au chômage, elle recevait des allocations complémentaires. Autre exemple de situation extrêmement ciselée, on a en assurance incapacité de travail toujours les chefs de ménage isolés et cohabitants. Mais on a redéfini la notion, non pas uniquement sur la cohabitation, mais sur le revenu dont dispose le cohabitant. Et selon l'importance de des revenus dont dispose le cohabitant, eh bien on pourra être chef de ménage, isolé ou rester cohabitant. Et l'indemnité d'incapacité de travail sera modulée en fonction. Cela permet d'éviter, d'une part, que le compagnon ou la compagne d'un invalide ne soit pas encouragé à aller travailler parce que ça voudrait dire que l'allocation de l'autre va diminuer, mais en même temps, cela permet de faire en sorte que les familles en question ne soient pas trop précarisées. Et donc, on assiste à une complexification des normes, des règles, pour tenir le curseur entre, d'une part, éviter les pièges à l'emploi et encourager le taux d'activité, et d'autre part, lutter contre la pauvreté et permettre aux personnes de juste dépasser le seuil de pauvreté. Voilà où on en était, jusqu'à ce que des petits malins jouent avec les subprimes et autres joyeusetés financières et fassent faillite les uns après les autres, entraînant les États dans une crise dite crise de la dette souveraine, avec, on en a déjà parlé ici à de nombreuses reprises, des normes établies par notamment la Commission en termes de déficit budgétaire. Dans ce contexte-là, avec également le fait que la Belgique s'est retrouvée quand même, je ne sais plus exactement pendant combien de jours, 543 jours sans gouvernement, où elle allait très bien en demeurant, enfin pas trop mal, en tout cas en termes de sécurité sociale, eh bien il y a à la suite de cela, donc la crise de la dette souveraine et la crise de l'État belge,
a suscité une accélération, je dirais, dans la réforme de la sécurité sociale. Et des réformes qui sont costaudes. J'ai parlé déjà de la régionalisation d'une série de notions, de compétences de la sécurité sociale. Il faut citer aussi, on en parle beaucoup pour l'instant, la réforme des allocations de chômage et l'exclusion des jeunes chômeurs en allocation d'insertion après 36 mois d'allocation d'insertion. Il y a eu aussi une diminution des allocations de chômage dans le temps, une dégressivité accrue pour les personnes qui reçoivent le chômage sur base de leur travail. Enfin, dans un autre domaine, on a assisté à une première série de mesures qui reculaient fortement l'âge de la pension. Mais je me suis beaucoup interrogée sur ces mesures et j'ai essayé un petit peu de voir qu'est-ce qu'il y avait derrière. Parce qu'il y a des réformes bien connues, mais il y a des éléments plus discrets qui indiquent en fait une certaine orientation. Alors, l'idée certaine, c'est encore une fois de développer le taux d'activité. Il faut qu'il y ait un maximum de personnes qui soient sur le marché du travail. Toujours avec l'idée, bien entendu, de maintenir bas les salaires et les conditions de travail. Mais il y a d'autres évolutions, une autre évolution, notamment une évolution que dans son ouvrage Le Nouvel Esprit du Capitalisme, Luc Boltanski mettait en évidence, ce qu'il appelait la cité par projet. Une évolution du capitalisme marquée par la flexibilité, la notion de projet, l'évaluation, l'autonomie et l'organisation de la production en réseau. Et je le cite, dans cette cité par projet, loin d'être attaché à un métier ou agrippé à une qualification, le grand, le bon, se révèle adaptable, flexible, susceptible de basculer d'une situation dans une autre, très différente, et de s'y ajuster, polyvalent, capable de changer d'activité ou d'outil. Or, en parallèle, on voit qu'effectivement, le marché du travail se dualise. Il y a d'un côté les métiers très spécialisés, très techniques, les Mac Jobs, pour faire référence à Apple, et d'autre part, les métiers très peu qualifiés. Tronion Job, oui. Je pensais aussi au Mac Job, mais plutôt là en faisant référence à McDonald's. Et donc, dans cette dualisation, eh bien, chacun doit assumer la flexibilité, la possibilité de changer d'emploi régulièrement, de s'adapter. Dans ce monde, le bon travailleur ne doit pas hésiter à prendre un temps partiel, à faire un intérim, à travailler à durée indéterminée. Entre deux activités, il se peut qu'il soit au chômage. On l'espère pour pas très longtemps. Et du coup, pour l'encourager dans cette voie, eh bien, on a augmenté les allocations de chômage. Si, elles sont passées de 60 à 65%, en tout cas pendant un délai assez court. Après, ça diminue fortement. Il ne s'agit quand même pas de rester au chômage, n'est-ce pas? Autre chose aussi, on a adapté les normes pour ouvrir le droit au chômage sur base du travail à cette possibilité de travailler dans des missions courtes. Ainsi, par exemple, alors qu'auparavant, on ouvrait le droit au chômage en ayant presté 12 mois sur 18 mois, désormais, on ouvre le droit au chômage en prestant 12 mois sur 21 mois, sur une période de temps beaucoup plus large, ce qui permet effectivement de passer d'un intérim à l'autre avec quelques petits trous par-ci par-là, sans que cela ne détricote trop le droit. Il y a d'autres exemples qui vont dans ce sens-là.
et qui en fait vise à adapter finalement la législation chômage, d'autres législations également, à cette idée du travailleur hyper flexible. Tous au travail est donc la norme. On pousse les chômeurs au travail, c'est assez évident, mais on va pousser d'autres catégories d'assujettis sociaux au travail également. Alors, dans les mesures décidées par le gouvernement précédent, il faut citer notamment la remise en question de la pension de survie. Alors, on avait activé les minimexés, on avait activé les chômeurs, on avait activé les travailleurs âgés. Et bien voilà que maintenant, il y aura à côté de la veuve joyeuse, la veuve active. Elle recevra une allocation limitée dans le temps et après des droits au chômage. On rompt ici avec une vieille tradition multiséculaire qui était que, certes, on avait parfois une certaine suspicion contre le pauvre valide qui ne travaillait pas, mais la veuve et l'orphelin, par excellence, étaient protégés. Eh bien ici, la veuve ne le sera plus. Autre évolution qui passe plus inaperçue, en matière d'assurance maladie-invalidité, par exemple, il y a eu toute une série d'études qui ont été faites pour permettre de faciliter la reprise de travail tout en continuant à recevoir des indemnités d'incapacité de travail. Le plan cancer, par exemple, a fait état de toute une série de mesures qui seraient bon de prendre pour concilier vie professionnelle et maladie. Donc entre deux chimios, il n'y a pas de raison, on peut travailler. Après tout, on sortira de son bocal et c'est bon pour la santé. Jusque-là, ça ne faisait partie que d'études. Quand on regarde la déclaration gouvernementale du gouvernement Michel, on les retrouve. Et dans la loi programme prise en décembre, eh bien, après 3 mois d'incapacité de travail, le médecin du travail devra envisager avec vous les possibilités d'une reprise de travail. Quand on connaît la façon dont les médecins du travail appréhendent le monde du travail, on se dit que ça va donner un certain nombre de décisions peu évidentes. Enfin, revenons aux pensions. On le sait, dans quelques années, eh bien, la limite sera portée à 66, puis à 67 ans. Et tout ce qui permettait de se dégager progressivement du travail, peu à peu, les interruptions de carrière, les interruptions de fin de carrière, ce qu'on appelait les prépensions, eh bien, elles aussi ont connu un rétrécissement et un recul. Mais quand on y regarde bien, on évoque encore une fois le déficit budgétaire, le coût phénoménal des pensions, mais la génération du baby-boom, celle qui nous fait si peur et qui va devenir la génération du papy-boom, est très peu concernée par ces mesures. En fait, c'est surtout la génération d'après qui est concernée. Alors, pourquoi faire supporter toutes ces mesures par la génération d'après et pas par la génération concernée qui pourrait payer peut-être plus d'impôts sur base de l'importance de leur pension. Il y a des pensions très élevées, des pensions qui sont vraiment rikiki. Non, il n'est pas question de ça. Donc, en fait, on vise vraiment la génération post-baby boom. Pourquoi ? Bien tout simplement parce qu'elle est moins nombreuse. Et là, encore une fois, je reviens avec mon marché de la fraise. La génération nombreuse du baby boom va progressivement disparaître du marché du travail. Ne sera pas remplacée par la génération suivante. Ce qui veut dire que sur le marché du travail, il y aura moins d'offres. Donc, risque de voir augmenter les salaires et l'amélioration des conditions de travail. De cela, il ne peut être question. Donc, il s'agit de remettre la pression et encore une fois, de pousser tout le monde à rester le plus longtemps possible
au travail, absolument. Merci Sophie sur cette fin optimiste. Peut-être avant de vous passer la parole, une petite réflexion qui part évidemment de ce que tu as amené et qui est aussi sous forme d'interrogation. Donc il y a effectivement une évolution de la sécurité sociale sur plusieurs années, avec à la fois une fragilisation via ces modes de financement, ou l'évolution de ces modes de financement, sans doute la régionalisation qui, bien qu'on avance encore dans le brouillard, mais risque de fragiliser en tout cas une partie de ce qui était régionalisé, parce que les financements sont à la fois, ça sera à terme 90% des budgets qui étaient consacrés dans ces matières qui sera financé, et aussi voilà, une assiette en tout cas beaucoup plus réduite, puisque ces matières-là ne seront financées que sur une base régionale, qui sera évidemment beaucoup plus réduite et qui permettra moins de transferts entre les régions. C'est un des objectifs, mais évidemment ça posera problème. Une logique qui a été défendue à la fois par des coalitions vaguement social-démocrates et évidemment par les coalitions de droite, qui est de faire peser le moins possible, en tout cas de diminuer le plus possible les charges patronales et donc les cotisations qui viennent alimenter la sécurité sociale, tu en as parlé. Ces logiques aussi d'activation qui sont de plus en plus présentes, mais en tout cas je me pose la question de savoir si aussi au-delà de ça, il n'y a pas une volonté plus ou moins forte d'aussi se diriger vers un système de privatisation de la sécurité, enfin de morceaux de la sécurité sociale. Donc tu as parlé des assurances privées qui ont été au départ présentées par défaut comme, je simplifie un peu, mais on n'a plus assez d'argent pour financer l'ensemble du système de sécurité sociale, donc on vous conseille, puisqu'on a moins d'argent, de vous adresser à des assurances privées, mais est-ce que, à la fois tu as parlé de 60% d'assurances privées dans le domaine de la santé, c'est évidemment énorme, hospitalisation, il reste quand même 40% de personnes qui n'ont pas accès à ça, et on voit un peu la dualisation que ça amène. Est-ce que cette question d'une volonté plus ou moins affirmée de la privatisation le plus loin possible de la sécurité sociale est aussi un élément qui se trouve dans le débat et qui pourrait expliquer une série d'évolutions? Alors, la privatisation de la sécurité sociale, il y a 20 ans de cela, était en débat. Les partis libéraux à l'époque avaient clairement annoncer leur désir de privatisation de la sécurité sociale. Mais en tenant un discours nuancé, qui était de dire nous ne voulons pas privatiser totalement la sécurité sociale, nous voulons garder une sécurité sociale minimale pour ceux qui en ont réellement besoin. Les autres, eh bien, dans un souci de responsabilisation, peuvent faire appel au marché et avoir des assurances propres. Il faut savoir qu'en 1995, ce programme a eu pour conséquence une déculottée assez monumentale pour le Parti libéral. Clairement, l'ensemble de la population, tant au nord qu'au sud du pays, ont défendu haut et fort une sécurité sociale efficace pour tous. Et puis on n'a plus vraiment débattu de ça. Mais imperceptiblement, mais certainement, d'une part en encourageant les entreprises à développer des assurances groupes, d'autre part parce que de fait, l'efficacité de la sécurité sociale dans certains cas devenait moindre, eh bien, se sont développées des assurances privées complémentaires. Mais, encore une fois, 60% certes ont une assurance hospitalisation, mais tous n'ont pas la même assurance. Il y a les grosses boîtes qui vont effectivement pouvoir négocier avec les Rolls-Royce de l'assurance, je pense à les cafés,
et puis monsieur et madame tout le monde, travailleurs, va pouvoir peut-être prendre une assurance complémentaire, ne fût-ce que parce que, effectivement, ce qui est remboursé est moindre. Et les mutuelles elles-mêmes vont l'encourager à prendre cette assurance complémentaire. Et donc, en fait, le projet libéral de 1995 est en partie en œuvre. Pour les 40% qui n'ont vraiment pas la possibilité d'avoir une assurance complémentaire en soins de santé, eh bien, il y aura une intervention peut-être un petit peu plus importante. Ils seront BIM ou AMIO, par exemple, et donc l'intervention mutuelle sera plus grande. Et puis, si vraiment ils ne s'en sortent pas, il y aura toujours la possibilité de faire appel à l'aide sociale, l'aide médicale accordée par les CPS. Aide de plus en plus importante. Ce projet nous paraissait horrible en 1995. Aujourd'hui, il est là, sans qu'il y ait réellement eu un débat sociétal. Merci. Ben voilà, vous avez la parole. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Anne? Moi, j'avais une question par rapport à la régionalisation. Est-ce que ça veut dire que dans les différentes régions, la prise en compte des assujettis pourrait devenir différente? Oui, tout à fait. C'est différemment les soins médicaux, etc. Mais oui, à partir du moment où chaque région sera libre de faire ce qu'elle veut, oui, il est fort probable qu'il y aura des différences. Déjà, on voit en matière d'allocation familiale des propositions différentes au nord et au sud, notamment par rapport à la prise en compte ou pas des grandes familles. Donc oui, il est vraisemblable qu'à moyen terme, en tout cas sur ces matières régionalisées, il y ait des évolutions. Donc je pense qu'effectivement, chaque région pourra, dans les politiques qu'elle gère maintenant, parce que ce sont à la fois des matières et des budgets qui sont régionalisés, donc elles pourront en faire, entre guillemets, ce qu'elles veulent. Donc il pourrait y avoir des politiques différentes, sauf qu'en tout cas pour certaines matières, je ne les connais pas toutes, mais en tout cas pour les matières liées à l'activation des demandeurs d'emploi, le contrôle est régional, mais les mesures et les objectifs d'activation, ça reste une matière fédérale. Et donc chaque région pourra adapter ça à sa sauce, mais en respectant ses objectifs fédéraux. Voilà, c'est pour une partie des matières, donc c'est assez complexe, mais il y aura des différences, mais dans un cadre. Moi, je voudrais, celui qui a passé très vite sur la dia qui montre, à mon avis, le trou dans la sécu, en disant c'est pas plus grave proportionnellement que dans le budget, mais j'aimerais bien qu'il nous la remonte, et juste pour verser au pot commun, si je me rappelle bien, pour avoir travaillé sur le budget d'État, je pense que les réductions de cotisation faites aux entreprises sont de l'ordre de 10 à 11 milliards par an. Donc c'est énorme. Et donc je voudrais bien comparer au trou de la sécu. Si tu peux remonter. Alors pour le trou de la sécu, voilà, vous avez... Et pas rikiki, mais... Voilà quoi, c'est assez normal finalement d'avoir à certains moments une certaine marge de manœuvre tout simplement. Je veux dire que il faut savoir que la sécurité sociale n'est pas tout le temps en déficit. Il y a eu des années où il y avait même des bonis. Donc il faut voir ça sur le long terme et se défaire du dogme de l'absolu équilibre budgétaire. Je dirais qu'il faudrait, enfin, une sécurité sociale idéale serait une sécurité sociale qui tiendrait compte des besoins et qui trouverait les moyens en fonction des besoins. Évidemment, on fait tout à fait le contraire et donc on essaye, voilà les moyens dont on dispose et on essaye de faire rentrer les besoins dedans, les resserrer, etc., etc. C'est deux optiques évidemment fondamentalement différentes. Et donc on met au regard 10 milliards, 11 milliards de cadeaux de cotisation. Bien entendu. Je ne suis pas du tout spécialiste dedans, mais vous êtes certain que c'est ça le trou de la sécurité sociale dans mon esprit. Ça c'est le résultat de trésorerie. Oui. Mais ça, effectivement, c'est négligeable. Mais dans mon idée, c'était ce dont vous aviez parlé avant, c'est-à-dire l'argent que l'État investit
pour que le budget soit en équilibre, avec l'idée que dans sa création, la sécurité sociale appartenait à ses cotisants. C'était un organisme d'assurance sociale, on socialisait l'assurance qui était mutualiste ou individuelle, et que donc était gérée par ceux qui cotisaient. À partir du moment où ce qui sort est plus grand que ce qui rentre, c'est le trou qui est financé par l'État. Et à ce moment-là, l'État dit, et donc à ce moment-là, l'État dit, ce ne sont pas les cotisants, c'est quelque chose qui est fiscalisé avec un mécanisme de financement qui n'est pas celui non fiscalisé des cotisants qui versent dans une caisse à qui ça appartient. Donc l'État vient mettre son nez là-dedans. Et donc, ce n'est plus géré par les travailleurs et les employeurs de façon plus ou moins paritaire, mais par quelque chose qui est un représentant des élections, donc d'une certaine manière plus injuste. Dans mon idée, c'était ça, le trou de la sécurité sociale et la justification de la dépossession de la sécurité sociale par rapport à ceux à qui elle appartenait. Alors, je répondrais, oui, dans ce sens-là, le trou a toujours existé, en tout cas depuis 1945, à partir du moment où l'on a considéré que, en fait, les droits étaient étendus à des non-cotisants. Si par exemple, on voulait permettre à des pensionnés de pouvoir bénéficier d'une assurance soins de santé, cela voulait dire que, ne cotisant pas, il fallait qu'il y ait une autre source de financement. Et donc les subsides de l'État se justifiaient notamment par le fait que les droits à la sécurité sociale étaient élargis à des non-cotisants. À partir de là, on a pensé à certains moments redéfinir les choses. Dire, bon, ben, quand il s'agissait de réellement assurer un revenu de remplacement lié au travail, ce serait financé uniquement par les cotisations sociales, et un autre pilier qui offre une série de prestations à l'ensemble de la population, qui là serait plus fiscalisé. Le débat existait, il n'a jamais été tranché, on y voyait la possibilité d'une régionalisation qui a quand même lieu entre-temps, mais enfin bon, et donc on en est resté là. C'est vrai qu'effectivement, la sécurité sociale concerne tout le monde, y compris les gens qui ne sont pas travailleurs, et qui donc n'interviennent pas du tout dans son financement. Alors maintenant, est-ce qu'il faut pilariser, ou est-ce qu'il faut développer à côté, puisque ça concerne tout le monde, des sources de financement qui concernent tout le monde, notamment sur l'ensemble des revenus, les revenus du travail, les revenus du capital, les revenus immobiliers, etc. C'est un débat qui est présent et qui n'est pas tranché. Moi j'ai une question d'abord générale, qui termine en disant que comment l'objectif c'est tous au travail. Alors est-ce qu'on ne tendrait pas vers le système de flexi-sécurité, le système danois, qui à la fois dépouillerait toutes les matières de sécurité sociale, où ça devient tout à fait libéral. Ça c'est la question générale, ça c'est voilà. Une question plus spécifique pour les matières plutôt régionalisées. Donc l'information c'est qu'ils sont financés à 90% jusqu'à 2017 et après plus par après. Et alors, ils sont différenciés en fonction des régions, ça c'est sûr, parce que c'est des politiques régionales. Mais alors, au risque ou à long terme, les autres matières qui restent fédérales, qu'est-ce qu'ils deviendraient? Est-ce qu'ils ne vont pas être attrapés par le TRAP et devenir aussi régionalisés? C'est une question aussi qui se pose, en tout cas, qui doit se poser par la suite. Pour le moment, c'est uniquement les quelques matières qui a énuméré qui sont régionalisés pour le moment, j'ai envie de dire, mais après qui part après? J'ai pas de boule de cristal. Non. J'ai pas de boule de cristal, donc je ne sais pas comment les choses vont évoluer. Est-ce qu'il y aura un sursaut et les forces centrifuges vont être abandonnées? Pierre l'a évoqué, lorsque l'on fait reposer
une assurance sociale sur un nombre restreint d'individus, on sait que ça marche moins bien. C'est une question simplement de probabilité. Et la Flandre en a fait la lourde expérience en matière d'assurance dépendance. Et donc, bon, ils ont dû restreindre les avantages de cette assurance exclusivement flamande, être plus rigoureux quant aux conditions d'accès, etc., etc. Tout simplement parce que il y avait une assiette de population trop faible par rapport au risque. On pourrait rêver et se dire que on va dans un sens plus large, au contraire, on étend la protection sociale au-delà des frontières de la Belgique et qu'il y ait une sécurité sociale européenne, en tout cas, et généreuse sur l'ensemble de l'Europe, en prenant le meilleur de chacun. Mais bon, là, c'est du rêve. Voilà, et je dirais que tout ça est question d'équilibre des forces politiques et de voir dans quel sens cela ira. On parle de néo-keynésianisme. La sécurité sociale est un élément essentiel dans ce cadre-là. Mais selon quelle forme, je n'en sais rien. Peut-être une petite précision sur les financements. Donc on parle de 90%. C'est vrai que c'est 100% des matières sont régionalisées, mais 90% des budgets qui correspondent à ça sont transférés. Et en fait, pendant une période, c'est 100%. Parce que c'est 90% avec un mécanisme compensatoire de 10%. Je pense que c'est pendant 10 ans. Et après ça, ce mécanisme diminue. Je pense que c'est à l'horizon 2020, si je ne dis pas d'erreur, que les régions devront se débrouiller avec 90% du budget transmis. Oui, moi je voulais un peu envisager, un peu soin de rêve peut-être, une idée qui m'avait beaucoup séduit, c'était la cotisation sociale généralisée. On en a parlé surtout en France, je crois, je ne sais pas dans quelle mesure ça a été institué là ou ailleurs. Et bon, j'aimerais un peu avoir des précisions à ce niveau-là, le débat en Belgique là-dessus, parce que ça semblait assez prometteur ce système, mais je demande ce qu'il a donné ailleurs, et comme débat aussi chez nous, puisque ça n'a pas été mis en œuvre chez nous, mais ça me semblait un truc assez juste pour ne pas uniquement approcher la sécurité sociale avec un type de fonctionnement qui varie parfois un petit peu en fonction des circonstances, qui est trop aléatoire. Alors la cotisation sociale généralisée en France a été développée notamment pour financer, si mes souvenirs sont bons, une sorte d'assurance dépendance. Donc en fait prendre en charge les coûts de la perte d'autonomie des personnes âgées. C'était notamment après l'été 2003, où il y a eu un certain nombre de morts, de personnes âgées décédées parce que abandonnées à elles-mêmes, etc. Et ça avait assez fort défrayé la chronique, et ça a été un élément qui a permis le développement de cette cotisation sociale généralisée. Elle n'a pas permis de financer l'entièreté de la sécurité sociale française, loin de là. En Belgique, on en a parlé. Je peux s'arrêter là. Alors non, pas tout à fait. Il y a un petit élément, petite tête d'épingle, c'est-à-dire qu'en fait il y a quelque chose qui touche les immeubles, dans la taxation des biens immobiliers, qui va à la sécurité sociale. Mais quand je dis c'est une tête d'épingle, ça n'apparaît pas vraiment. C'est un début, en fait, plus cyniquement je dirais c'était satisfaire les personnes qui revendiquent qu'on élargisse le financement de la sécurité sociale à d'autres sources que le travail. Et je ne pense pas que ça permet une grande marge de manœuvre actuellement en tout cas. C'est juste pour une clarification, mais je ne sais pas si c'est le bon moment d'en parler, mais il y a ce mythe-là qui court souvent dans les milieux un peu libéraux, etc., de dire de toute façon la pension, j'y compte pas trop, et du coup justifier une cotisation privée. Est-ce que c'est un mythe ou est-ce que c'est une réalité? On ne sait pas. C'est difficile à prédire.
C'est difficile à prédire, évidemment. Enfin, on pourrait très bien revoir la façon dont sont calculées les pensions. La Constitution, actuellement, ne permettrait pas de revoir complètement les règles du jeu. Donc, en tout cas, pour les années passées sur lesquelles on a déjà cotisé, normalement, c'est acquis. Maintenant, il reste toute une série de points d'interrogation. Le gros problème qui se pose, c'est que même quand on a cotisé toute sa vie comme travailleur salarié, actuellement, avec le mode de financement et le mode de calcul de la pension, les pensions sont insuffisantes. En fait, la Belgique est certainement un des pays d'Europe où les pensions sont les plus basses, parce qu'on prend en compte le calcul de toute la carrière, donc de 45 ans de carrière. Et forcément, en prenant en compte 45 ans de carrière, même si on réindexe les choses, ça donne des pensions relativement faibles, alors que dans d'autres pays européens, y compris les nouveaux pays européens, on prend en compte que les salaires des X dernières années, ce qui fait des... En Belgique, ma retraite, elle a été calculée sur le traitement que j'ai eu pendant les 5 dernières années. Le traitement sur les 5 dernières années ne concerne que les fonctionnaires. Et les fonctionnaires actuels, ceux qui arriveront à la pension, donc qui sont nés après 62, c'est les 10 dernières années, et ceux qui seront nés un peu plus tard encore, eh bien, ça pourrait être les 20 dernières années. Pour le reste, pour les travailleurs indépendants comme pour les travailleurs salariés, chaque année de travail donne un 45e de la pension, et la pension, c'est l'addition de ces 45e. C'est pas général, ce que vous venez de dire, ça s'applique pas. La majorité, ce sont des travailleurs salariés, des travailleurs indépendants. Je dirais que c'est le fonctionnaire qui est une exception, et qui n'est pas dans la sécurité sociale, sauf pour les soins de santé. Quelle est la fourchette entre fonctionnaires salariés et... Je ne saurais pas te dire, mais en tout cas, dès qu'on parle de sécurité sociale, les fonctionnaires ne sont concernés que par les soins de santé et les allocations familiales. Le reste, c'est un système qui leur est propre, pour lequel ils cotisent en tant que fonctionnaires d'ailleurs. Oui. Mais moi j'avais un élément pour répondre à ce qu'il dit bizarrement, qu'on ne travaille pas depuis longtemps, qu'on ne pourra pas payer les pensions, c'est que aujourd'hui la Sécu, ou du moins en 2013 ou quelque chose comme ça, c'est grosso modo 20% du PIB. C'était 30% du PIB. Ce n'est pas si mal si on regarde par rapport aux autres pays européens, 30% du PIB dans la Sécu, c'est comme ça. Alors on dit l'augmentation, je ne sais pas suivi le chiffre exact, mais l'augmentation de l'âge, de la vie, etc., de l'espérance de vie, etc., les pensions vont coûter plus cher, d'une part parce qu'on vit plus longtemps, et d'autre part parce que les soins de santé sont plus élevés. Ce qui nous amène à des taux de l'ordre de Sécu, qui amènerait la Sécu plus ou moins vers 35% de PIB. Dans 20 ans, machin du genre. Alors, on va prendre un exemple. Imaginons que le PIB soit de 100 milliards. Je ne sais pas exactement quel est le niveau, mais ça c'est important. Imaginons que soit de 100 milliards et qu'on paye 30% de PIB à la Sécu. Il reste 70 milliards pour autre chose, c'est-à-dire tous les autres revenus qui existent dans un pays. Bon, si on a un taux de croissance, c'est vrai que pour l'instant on a un taux de croissance qui est considéré comme nul. Si on a un taux de croissance hors inflation, donc un véritable taux de croissance, de l'ordre de 2%, au bout d'un certain temps, je ne sais pas calculer ça comme ça, mais vous arrivez, imaginons qu'on arrive, ce qui est le cas, si on calcule ça dans le temps, à un PIB de 200 milliards. Okay, si vous payez 35% à la Sécu, ça vous fait 70 milliards à la Sécu. D'accord? Il en reste donc 140 pour faire autre chose. Là, c'est comme ça, c'est mathématique. Et donc, finalement, le produit, il existe. Ça n'est pas très grave de consacrer à un moment 35% de cotisation à la Sécu quand on en a de toute façon à l'époque. Donc, choix idéologique. C'est des choix idéologiques, tout à fait. Et le reste
je ne voulais, à mon avis, pas traiter par la droite quelque chose idéologique, et simplement en disant c'est inévitable de garder les chiffres. Ah ouais, ben, de garder autrement, et on comprend à ce moment-là qu'il faut le prochain, c'est pas la mort. Voilà. Non, je partage tout à fait le point de vue d'Éric à ce niveau-là, c'est mathématique et c'est une question de choix, tout simplement. Et donc, voilà, il est clair que inquiéter les gens sur leur pension, ben, c'est un marché très très intéressant. Il vaut mieux qu'on les inquiète sur les diminutions de la sécurité. Il vaudrait mieux. Si on met autant d'énergie à sensibiliser à l'intérêt de la Sécu que l'on en met pour vendre certaines primes de pension, ben oui, je crois que ce serait tout aussi profitable. Merci. Encore des questions, des commentaires? Les combats à venir, peut-être, non? Alors, je pense que d'une part, ben, il y a beaucoup de combats. C'est une dame respectable que l'on peut rajeunir sans trop de problèmes. Il faut simplement une question de volonté. Adapter effectivement à des nouveaux besoins. Je pense notamment à la nécessité d'une assurance autonomie, non pas pour aider les personnes âgées à se soigner, à avoir un revenu plus ou moins décent, mais aussi à simplement compenser le fait que forcément avec l'âge, il y a des choses que l'on est moins capable de faire. Il y a des tas d'autres perspectives encore qui sont possibles. Il y a l'idée d'un meilleur partage du temps de travail est à mettre en œuvre en même temps qu'un développement de la sécurité sociale. Tout ça, c'est des choix politiques. Et donc, voilà. À nous de nous battre.